Je remercie évidemment, même si je parle plus tard, mais je remercie les organisateurs pour ces très beaux colloques. Je remercie l'UMR, Lisa également, ainsi que la direction universitaire. Donc la session là s'appelle « Transmettre en mots et en musique en Méditerranée ». Nous allons écouter donc l'intervention de Patricia Gattaciega. Je vais la présenter, mais est-ce que c'est nécessaire de la présenter? Donc Patricia Gattaciega fait partie de la génération du réaquiste des années 70, chanteuse, militante, elle est enseignante à l'université. Elle va nous parler des figures du folklore magique dans la chanson du réaquiste. Je lui donne la parole. Merci. Merci. Voilà. Oui, en effet. Alors d'abord, merci à Davia, merci à Fabien de m'avoir invité. Je suis très honorée. Merci pour leur confiance. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de chansons, de musique et de riaquisto. Moi, je suis une enfant du riaquisto. En fait, avant d'entrer dans ce riaquisto, dans mon enfance, j'ai été bercée par des contes merveilleux, par toutes ces histoires qui parlaient de fées, de sorcières, de magues. Et puis, ensuite, au lycée, je me suis engagée dans ces cours de Corse donnés bénévolement par les professeurs qui voulaient bien le faire à l'époque, entre autres Jacques Thiers. Et là, j'ai découvert toute une littérature corse. Et j'avais un ami qui était en classe avec moi et nous écrivions des choses, des nouvelles, des poèmes. On était incités par notre professeur à l'écriture. Et c'était Jean-Louis Morachini. Et Jean-Louis Morachini, il avait une passion pour le Mazzeiro. Et il a commencé à écrire très jeune sur cette figure emblématique. Et il m'a fait rencontrer les Mazzeri, Fiumorbacci. D'ailleurs, je ne saurais trop vous recommander la lecture de mazzeri.com de Jean-Louis Morachini. Voilà, c'était un clin d'œil. Et durant tout mon parcours artistique, voilà, j'ai été inspirée par ces figures, moi aussi, comme tant d'autres artistes. Alors, pour parler du riaquisto, je crois qu'il faut rappeler, particulièrement pour nos hôtes, ce qu'il est exactement, parce que si on s'en tient vraiment au mot riaquisto, c'est un peu réducteur. Il ne faut pas oublier que le riaquisto, c'est tout un programme en 3 points, indissociable et indispensable, qui sont donc des points, un programme mis en place par les animateurs de la revue Rigir ou par les intellectuels que nous connaissons et que nous citerons par la suite. Et ce sont des auteurs qui ont beaucoup collaboré avec la chanson, avec les chanteurs, à partir de 1973-74. Et par la suite, il y a des collaborations qui sont devenues pérennes. Donc, revenons donc à ce riaquisto pour expliquer un peu la démarche. Donc, la réappropriation avec le riaquisto qui propose de récupérer, de réhabiliter, de dynamiser, voire revisiter les éléments qui définissent la culture traditionnelle. L'indiadura, l'engagement qui consiste à concevoir un projet littéraire engagé dans la promotion de l'identité du peuple corse. Et l'indienadura, qui consiste à générer une création originale. Donc, ce riaquisto propose donc cette réappropriation et il est bien défini par Rinaldo Gotti dans un article qui s'appelle « La reconquête des sources de sa culture », un article qui s'intitule « Culture corse, culture vivante ». Et il parle de la reconquête des sources de sa culture, justement, en disant les sources permanentes de cette culture authentique nous sont connues de la bouche même du peuple, qui puise dans les archives vivantes enfouies au plus profond et avec lesquelles il fait véritablement corps. Ces sources orales appartiennent au peuple de manière concrète et non pas théorisée par la parole d'intellectuels. Elles se manifestent par la poésie et par le chant dans Uviado, souffle qui surgit à la fois du corps et de l'esprit. Donc, ce riaquisto constitue donc vraiment un véritable travail de réappropriation critique
et un vrai travail de création. C'est donc sans doute pour des raisons de confort linguistique que l'on a englobé sous ce terme cet élan à la fois culturel et politique qui, à partir d'un socle enraciné dans les valeurs et la culture d'une communauté, œuvre pour le renouveau. Alors, on sait que les années 60-70, ce sont des périodes cruciales, elles sont troublées. On a cette culture de masse dont parlait Edgar Morin qui va donner lieu à des mouvements de contestation, mais qui va aussi donner cette envie de retour à la culture. On a vu ces mouvements hippies, etc. Et puis en Corse, on n'y échappe pas. Et on le voit très bien dans les visuels qui apparaissent avec la production de Cantaobo Boulougours, où la nature est très présente. Et finalement, tous ces repères qu'on avait un peu perdus, cette culture, puisque les villages se sont vidés, cet espace, nous ne le maîtrisons plus. On va recréer un village mémoire et il va être comme ça transmis par le texte, par la littérature, par la chanson. Et évidemment, dans cet espace mémoire vont déferler toutes ces figures, ces Mazzeri, ces Streig et ces Strigoni, qui vont alimenter l'imaginaire des écrivains et des créateurs. Alors, donc dans ce contexte culturel particulier, la volonté de donner un nouveau souffle à la littérature écrite, pas de rupture avec l'oralité, bien évidemment, et bien au contraire, celle-ci devient un ancrage pour la littérature, c'est ce que je disais à présent. Elle alimente donc le corpus de la production en nourrissant l'imaginaire de nos écrivains. Alors, donc, ces intellectuels, ils vont avoir recours à l'oralité. Et c'est peut-être cette oralité un moyen de s'affranchir en partie des modèles de la littérature dominante. C'est donc dans la convergence de différentes influences, puisqu'ils sont eux-mêmes influencés par les grands courants à l'époque, le surréalisme ou le symbolisme par exemple, et influencés également par leur culture propre, cette culture enracinée. C'est donc dans cette convergence de différentes influences que va s'exprimer cette créativité autour d'un projet littéraire qui s'appuie sur les représentations de l'identité. Ainsi apparaissent dans les textes et les chansons de nombreuses figures du folklore magique, des mythes et des symboles issus de la tradition la plus ancienne qui retrouvent une place au cœur de la communauté et se font tour à tour devins. J'ai perdu le fil. Il faut que je retrouve mon... Bon, enfin, de toute façon, ils se font tour à tour devins, ils se font tour à tour prophètes ou métaphores du poète. Voilà, c'est le cas, par exemple, du Mazzero qui est entouré d'une forêt de symboles et qui imprègne tous les genres littéraires, la poésie, les nouvelles, les essais, le théâtre, le roman, la bande dessinée et autres formes de récit. C'est encore Rinaldo Gotti qui nous le définit, ce Mazzero. Voilà, la Generazione Usetanta, ce sont des auteurs qui ont beaucoup collaboré avec la chanson. Et Rinaldo Gotti nous redéfinit ce Mazzero en disant le Mazzero est une sorte de devin, c'est lui qui pressent, qui voit, qui dit, et dont les rêves se réalisent. Cet homme, c'est le rêve pétri de chair et de sang, c'est en quelque sorte l'incarnation de l'inconscient collectif. Son corps, c'est la terre où dorment les ancêtres, son sang, c'est l'eau des sources d'où jaillit la vie avec la mort, en lui se confondent, dans l'infini de l'intérieur, où l'Ogu, la terre, et où Bobulu, le peuple. Donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la poésie chantée, le chant qui, en s'imposant comme un genre populaire majeur, va véhiculer et légitimer le texte poétique en lui rendant son caractère oral. C'est donc dans un va-et-vient entre poèmes écrits et poèmes chantés qu'évolue cette parole poétique. Alors, les voix du Mazzero, elles sont plurielles. On a évidemment cette voix de la tradition, mais c'est une tradition féconde. On a cette voix prophétique, puisque le Mazzero est un devin, stravede come lusigge in corso, et c'est la métaphore du poète.
Alors, ce personnage, évidemment, étrange et solitaire, il est le gardien d'un héritage, il incarne les préoccupations d'une époque et il propose de nouvelles représentations de l'identité. C'est un homme des confins, en capacité de communiquer avec l'autre monde. Il parle à nos peurs ancestrales, mais aussi à nos consciences, en même temps qu'il transmet la connaissance d'une culture, d'une histoire et qu'il interroge l'avenir. Accédant nuitamment aux choses cachées, il se livre à de grandes aventures au cœur de la forêt, dans cet espace sauvage que seuls initiés et chasseurs connaissent. On retrouve souvent le Matsir ou sur les cols ou aux abords des cours d'eau, et on le retrouve aussi dans la chanson, à ces endroits-là précisément. Donc l'eau, évidemment, et son association avec la mort, mais aussi avec la vie. Uer abue du Matsir, ou ne parlador, ne commandador, il nous dit Rinadugoti. Je saute un peu. Alors je voudrais revenir sur un texte précisément de Rinadugoti qu'il a offert à Pedro Dieg en 1984. Je n'ai pas retrouvé le lien sonore, mais enfin vous voyez là le texte et sa traduction. Dans le sommeil profond de la montagne à la plaine, élan puissant qui court comme le feu, je suis votre rêve en marche. Mon ventre est la terre des ancêtres, mon sang frémit dans chaque cœur, les malheurs y ont laissé des traces, mais ils n'ont pas tué l'amour. Je suis le souffle, la vie de la mémoire, je suis le pouls de votre corps, je suis l'ouragan en chemin, qui de génération en génération retentit. De cruels étrangers viendront, mais ces assassins ne pourront rien contre moi, car sur ma terre, je suis Matsir, et tant que je veille, il ne peut y avoir de fin. Alors, replaçons ce poème dans son contexte. On est en 1984, la lutte armée est très présente, et ce Matsir-là, il est un témoin, un acteur de son temps. C'est l'image de la sentinelle qui apparaît, c'est elle qui domine. Il veille sur la mémoire collective, qui est prête à déchaîner l'ouragan. Alors évidemment, cet ouragan, il est contre justement ces ennemis du peuple qui récupèrent notre espace et qui en font un espace anonyme, puisque notre espace, nous, traditionnellement, nous le marquons. Voilà, donc contre ces ennemis du peuple, c'est le Matsir qui entre en action. Le Matsir, c'est ici le Ribé, loin pour prendre un raccourci. Voilà. Donc, autour de ces années-là, donc on le voit, dans ces années-là, la chanson, elle appartient au discours idéologique. Alors, autour du Matsir se déploie une forêt de symboles qui sont liés tout à la fois au règne végétal, animal, aquatique ou minéral, ainsi que des figures récurrentes telles que les Murtula, Dimurtulon, Ilagramant, Timou, Bastrigon, Ishtreg, Esquadra d'Arot, sa cortège de revenants, etc., esprit du brouillard. Sans oublier les fées, j'ai retrouvé plusieurs textes qui concernaient les fées, en effet. Par exemple, on a tous en mémoire la chanson de Juan Paulo Boletti, A Canzona Vagabonda, Una Vada Pellegrina, cette fée qui le guide sur les chemins du bonheur, de l'amour et surtout de la liberté. La fée, elle apparaît aussi dans le répertoire d'Etia Magalhães. Elle enchante la montagne, symbolise le printemps à venir et elle évoque à nouveau la liberté avec la révolte. Dans Waludieva de Caramuz, on a là un texte inspiré d'un poème de Prede-Vilipi qui reste un poème traditionnel et où on a cette filastroca qu'on connaît bien, Ungu misfungu, vungu diungu, inunoret aberte diungu, donc en guise de formule magique. Mais revenons au Matsir, qui entretient un rapport étroit avec la nature, cette nature omniprésente autour de lui. On le retrouve souvent adossé à un châtaignier parce que ce châtaignier, comme dans Malconchilio dont vous allez entendre parler, c'est l'arbre emblématique qui a une relation symbolique avec la mort. D'ailleurs, son fruit, c'est l'intermédiaire entre la vie et la mort. Je me souviens qu'avec Davia, quand nous avions donné le spectacle au Tiad à Sartène, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'était à la période de la Toussaint et à Sartène, on va griller des châtaignes le soir de la Toussaint au cimetière directement. Ce rituel s'accomplit
au cimetière, la communauté se rend voilà, donc, directement en visite chez les morts. Revenons au châtaignier, donc Malconciglio, le berger des morts. Ce châtaignier, j'en parlais aussi dans un texte que j'avais écrit dans Umatsero en 1977. C'était un texte qui évoquait ce Matsero au pied d'un arbre où il trouvait cette énergie, à la fois cette énergie de vie et de mort, parce que dans cet arbre, en fait, ces deux énergies dialoguaient, en fait. Ils représentaient à la fois la vie et la mort. Il y a un texte aussi qui m'a paru intéressant, c'est Credenze, dans le répertoire d'Etiama Aialesi, écrit par Patrick Croce et un des paroliers attitrés du groupe, qui évoque les forces de la nature tout autour de nous, de jour comme de nuit, et en particulier certaines forces maléfiques que nous ne pouvons vaincre que par le désenvoûtement, c'est-à-dire l'otio. Il faut donc se faire signer Quando nosi manutiadi. On revient donc à l'idée dans ce texte-là d'ennemi, une idée de lutte contre les ennemis de la communauté dans ce texte, hein, qui est aussi un texte engagé, politique. En 1978, voilà, là j'avais mis un extrait de Malconciglio, mais on en parlera tout à l'heure. En 1978, il y a une production qui me paraît intéressante, c'est celle du groupe Rialzo. C'est un album qui est donc produit par Christophe McDaniel, Domenico Gugale, ces noms vous parlent certainement. Et cette production, elle est intéressante à plusieurs titres, à double titre. Tout d'abord parce que les textes sont issus du Rigiro, de cette revue de littérature parue en 1974, qui a alimenté le répertoire musical dans ces années-là. Alors le choix, c'est tout d'abord le Rigiro de Domenico Antone Geronimi et les Lagramante de Diago Mudier. E a Muba, c'est un extrait musical. O Rigiro è una durale sculturado in delanelu iusangue e gira guaida nantaudier tuianadura di donda ubalo. Ça, c'était paru dans le Rigiro numéro 1, le premier numéro de la revue. Nous sommes en retard, donc voilà, c'est un texte qui prend racine aux arcanes de la vie dans sa circularité et ne peut se dissocier du mouvement naturel qui génère la création. Ce texte constitue à la fois un manifeste poétique et philosophique, et quant au Lagramante de Diago Mudier, il fait référence aux esprits du brouillard. Et Thiers perçoit un intérêt tout particulier à cette nouvelle production, malgré les influences musicales étrangères à la tradition. A produzione io gruppo Rialzo e girada verdi a Gursidudine, lamenta nudemi chi sono stati scelti per comporre su disco, realidami di Gabio Anziana e i Lagramante, interrogazione assinada sopra o destino di l'uomo di Betazo d'Are a Storia. Voilà, alors je pourrais vous faire écouter, si vous voulez, un petit morceau de ces Lagramante, parce que c'est justement l'atmosphère qui est très étrange. Et ça me paraît intéressant juste d'avoir un petit extrait. Non, c'est pas celle-là, attendez. Ça, c'est... Bon, déjà, on a le vent, hein. Le brouillard. Les grelots. Les lamentations. J'avance un peu.
Voilà, vous avez saisi l'ambiance, hein, c'est assez angoissant. Voilà, mais en tout cas, c'était une proposition à l'époque qui avait attiré quand même pas mal de fans, notamment lors d'une représentation à Cervioni en 1978 ou 79. Et puis finalement, ces deux protagonistes, Christophe McDaniel et Domenico Gallet, ont très vite rejoint les rangs de Cantaubo Blu Gorsu parce que à l'époque, c'était le groupe qui fédérait et c'était le groupe qui portait justement l'idée. Et voilà, donc on a laissé tomber le Rialto pour aller porter la parole au sein de Cantaubo Blu Gorsu, mais ils ont apporté cette expérience musicale aussi au sein du groupe. Alors, je vais me dépêcher de conclure. 5 minutes. Bon, alors, ces symboles, en fait, au fil du temps, ces symboles, ces mythes, il y a des chansons qui évoquent le mythe, hein. Tous les mythes, comme celui de l'Odyssée par exemple, notamment chez Jacques Thiers, on trouve beaucoup, c'est un helléniste, donc il s'est beaucoup inspiré de l'Odyssée, on y trouve des magiciennes hein, comme Circé, mais on trouve aussi beaucoup de femmes, toutes ces femmes qui ont été les compagnes d'Ulysse, Pénélope, Nausicaa, etc. Donc toutes ces figures-là ont été interprétées dans la chanson. Personnellement, moi, j'en ai fait des compositions. J'ai travaillé sur des compositions de Diago Mudier, vous le savez. Voilà. Donc il y a aussi une évolution du personnage du Maatsir ou de ces mythes au fil du temps parce que il perdure et le message en fait il évolue. Donc, je voulais aussi vous parler d'un texte, d'une production de Diana Dillal qui s'intitule Ayana di Lincante. On revient à la porte, à Ayana, mais chez nous c'est Ayana di Lincante, où voilà, on va évoquer tous ces personnages du folklore magique et particulièrement le chant du Maatsir ou Lamento di un Maatsir qui est traité avec humour. Parce que dans le dernier, bon alors on a une description, je ne sais pas si j'ai mis le texte, je ne crois pas. Voilà, on a une description du Maatsir où on le voit avancer avec tout ce cortège de Murtuladi, de la Gramanti, etc. Bon, tout est décrit dans le texte. Et puis à la fin, ce dernier couplet nous dit « Chi misente libregu longa guida, che l'un scontri a mumma Murtuladia, davanzu, alors il dit, allo sfortunato chi eriser cunaser ad ammazzado, domando che lui mi scusi, ma so guardiano di lusi. » Donc il s'excuse, ce Maatsir, auprès de l'âme qu'il a emportée la veille, mais c'est de toute façon lui qui est le gardien de la tradition et il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça bien tourné. Voilà. Donc, je peux vous faire écouter aussi le Lamento di un Maatsir parce que c'est très beau, mais je vous le ferai écouter à la fin. Voilà, donc, mythes, symboles en tout genre, monstres terrestres ou marins fascinent et hantent nos imaginaires, éclairent la route de la création. Ils incarnent des valeurs, veillent sur Oulog, ou l'espace du commun, nous replacent dans l'espace méditerranéen et plus largement nous relient à l'universel. De par son interaction avec la poésie, la chanson joue un rôle essentiel dans la construction et la déconstruction des mythes, qui sont l'objet de constantes réécritures, réservoirs de questions et de réponses qui se font écho. Il réinterroge l'homme sans cesse et le monde aussi, mythes plongeant dans l'Antiquité, se mêlant à des images du quotidien ou mythes sources, tels l'Odyssée, qui a généré un certain nombre de références dans les poèmes et textes chansonniers. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Moi, je suis perturbée, hein, vous le voyez. Voilà, bon, de toute façon, je termine sans plus rien, voilà. Je termine en vous disant que, avec ce message qui évolue, ces figures, ces mythes, ces symboles traversent le temps, nous rappellent sans cesse l'origine, en nous proposant également de changer notre rapport à la nature, au monde et au cosmos. Et je vais vous faire écouter O Lamento di un Maatsir, pour me faire pardonner d'avoir bafouillé, parce que j'avais le trac. Allez, O Lamento di un Maatsir.
2018. Fanno un sogno che ci diade, beguyante condannate, un'antica magonia, non avesti l'agonia. So di Valentina, lo servo malamato, da tutti stimato, solo angeli di fiumi, lo stilante li solumi, di macchioni e di castagni, fermano i miei compagni. Et voilà, donc je vous recommande évidemment l'écoute de tous ces produits qui évoquent ces figures du folklore magique. La production insulaire. Merci. Merci Patricia. Donc, un point fait par les organisateurs. Donc, les questions seront plutôt posées pendant le repas, car nous sommes assez en retard finalement. Alors, l'intervention suivante, c'est donc une intervention de Sébastien Queneau, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Corse, avec Jean-Claude Roliano, qui est auteur, qui a écrit de nombreux romans, donc celui que vous connaissez, qu'on a beaucoup cité, Malconciglio, le berger des morts. Donc l'intervention est en fait un entretien entre Sébastien Queneau et Jean-Claude Roliano. Le titre, Malconciglio, un monde à toi. C'est ça ta folie. Merci. Merci. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs et puis les remercier de nous avoir donné l'occasion d'organiser cet échange. Alors Jean-Claude Roliano, bonjour. Quelques minutes avant notre échange, et sans trahir vos secrets, vous vous présentiez comme un militant, comme un rebelle. Alors le grand public connaît l'écrivain, le conteur charismatique. Alors Malconciglio, c'est aussi probablement le roman, disons, qui vous a donné une grande reconnaissance et avec lequel, disons, vous identifiez probablement le plus. C'est l'histoire d'un amour impossible, romantique, tragique, entre un fou et une jeune fille, Lesia, la fille du jeune Manfredo, Don Manfredo. L'histoire se déroule au début du XIXe siècle, dans un village où le soleil ne passe jamais et où jamais il n'y fait vraiment jour. L'atmosphère tranche avec celle de la littérature corse d'expression française de Marie Sousigne, dans laquelle le soleil est plutôt écrasant, où on meurt finalement sous le soleil. Alors j'avais voulu intituler notre échange « Un monde à toi, c'est ça ta folie ». C'est une phrase que vous avez écrite, qui figure dans Malconciglio et qui correspond peut-être aussi à la définition du Mazziero que vient de donner Patricia Gattagega, le Mazziero qui est à la fois gardien, témoin et créateur. C'est peut-être aussi, Jean-Claude Roliano, une définition de l'hypermodernité dans laquelle la construction d'un monde à soi est devenue non pas forcément une folie, mais souvent aussi une injonction pour l'individu, et parfois même une injonction qui peut rendre fou. Est-ce que ce n'est pas par l'écriture que vous avez créé votre monde, et en quoi est-ce que cela serait une transgression ou une folie? Oui, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité. Et puis, donc, le plaisir que j'ai dans cette salle qui porte le nom de mon ami Nadal Uggiani, qui était un ami, un complice à Cantabourg-le-Gosse. La plupart du temps, Nadal et moi, nous avions des idées communes, mais surtout nous nous engueulions sur des détails. Voilà. Donc c'est cet hommage posthume que je rends à mon ami et mon frère. Pour ce qui est de Malconciglio, alors là, il y a beaucoup à dire. Il y a des tas de portes qui sont à ouvrir. Et c'est vrai qu'il y a le Mazziero, il y a une complémentarité entre ce que tu viens de dire, Patricia, et une autre vision du Mazziero. Mais ces portes s'ouvrent donc sur un autre personnage et qui est très actuel. C'est cet autre que l'on rejette parce qu'il est tout autre, justement, parce qu'il garde son âme, il garde ses rêves, et il garde ses révoltes et sa folie. Donc,
Je me souviens donc, c'est une petite parenthèse, lorsque toute la France en a parlé, de ces deux homos qui se sont fait bastonner, qui ont subi donc l'agression de deux abrutis. En Corse, nous avons des abrutis aussi, la même proportion qu'ailleurs. Et j'avais inventé, un peu avant cette histoire, que je leur ai dédiée à la radio. C'est un psychiatre un beau falacabu qui va chez un psychiatre et qui dit docteur, je suis très ennuyé parce que dans mon entourage, eh bien, parce que je n'aime pas les Noirs, parce que je n'aime pas, j'ai un petit-fils noir entre parenthèses, parce que je n'aime pas les Noirs, parce que je n'aime pas les Juifs, parce que je n'aime pas les PD, parce que je n'aime pas les Arabes, est-ce que j'ai vraiment un complexe d'infériorité? Et je lui réponds, non, plutôt je fais répondre au psychiatre, mais non, mon ami, vous n'avez aucun complexe d'infériorité, vous êtes simplement inférieur. Donc finalement, l'infériorité vue par le beauf traditionnel, je dirais, ou par le connard moyen, eh bien, c'est d'une part la peur de l'autre, bien entendu, mais c'est aussi l'impression d'être supérieur. Et d'où le fait que l'on considère, ce genre d'individu qui rabaisse l'autre comme un abruti, tout simplement. Et donc, le fou, d'une certaine façon, il représente cet étranger, en quelque sorte, dans son propre village, sur sa propre terre. Il représente bien autre chose aussi. Hein. Mais est-ce que vous, alors, vous êtes senti étranger dans votre propre village et sur votre propre terre? Peut-être d'une certaine façon, pas forcément dans mon village, par ma façon de me battre contre... disons que je suis un militant, une espèce de rebelle, c'est vrai, depuis la première grenade offensive que j'ai prise, et ma femme, Agnès, n'était pas encore née, dont elle m'enlevait les éclats. C'était à Porto, en passant par mes livres, en passant par ma pièce de théâtre, en passant par les films que j'ai fait, les films documentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Et évidemment, Malcolm X, c'était quand même la matrice de tous les événements que j'ai vécus, de tout ce que je défends, de tout ce que je combats. Et c'est vrai qu'il y a un peu du fou dans mon village, simplement. Dans mon village, parce que je défendais d'abord une certaine autonomie, un certain indépendantisme, disons le mot. Par certains, pas tous, évidemment, je n'étais pas rejeté. Au contraire, je suis accepté, même par des gens qui n'ont pas forcément mes idées. Mais dans certaines personnes de village, ne considéraient qu'il y avait quelque chose qui était étranger à leur vision des choses. Ce ne les a pas empêchés, lorsque ensuite les événements se sont succédés, d'être autonomistes, et voire plus. Mais bon, ça s'appelle les preneurs de très hommages. Donc, j'agis et je sévis dans de multiples directions. Le fait d'être parti, d'avoir fait 4 voyages humanitaires, dont 2 au risque, on nous a tiré dessus à la frontière de Roumanie, c'est aussi de transporter ma Corse. Et d'ailleurs de la revoir à travers les vices et les vertus d'une île, d'une île qui est en fait une île en pleine terre. Dans un autre livre, que vous ne trouverez pas d'ailleurs pour l'instant, je dis, notre île était une montagne entourée d'eau. Le Joux, c'était la vallée du Joux, la vallée perdue d'un pays perdu, était une île entourée de montagnes. Qu'est-ce que je retrouve dans cette île? Ce que je ressens ici, ce de quoi je suis imprégné, mais aussi les vices. Donc les vices et les vertus, en surmultipliés, monstrueusement caricaturés. Lorsqu'on arrive ici, lorsqu'on arrive dans cette vallée du Joux, il n'y a que les Corses qui sont assez fous pour... on s'éloigne peut-être du contexte, mais bon, c'est aussi cette façon d'être étranger. Il n'y a que les Corses assez fous pour organiser un convoi de 2 km de long, 45 véhicules mis bout à bout, enfin avec les distances, ça fait à peu près ça. C'est impressionnant. Hein. On arrive donc dans cette vallée où seule une route s'égare, et les étudiants qui... Alors ça, c'était début 90. 89, c'était le 27, le 1er janvier, nous arrivons dans la vallée du Joux, à Petrochan, le 1er janvier. Les étudiants qui sont là-bas, qui eux veulent connaître cet ailleurs qui leur est interdit, ils viennent nous trouver. Et nous qui connaissons ici les vices et les vertus, et surtout les vices d'une certaine classe politique, qui sont cette espèce de noblesse, de caste décadente, dont je n'ai pas besoin de faire la description. Nous les trouvons là-bas à travers les sécuristes déguisés, qui ont retourné leur veste à tous les sens du terme. Avant, ils avaient de beaux costumes, ils apparaissaient dans des costumes plus modestes. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est ce 1er janvier qu'on fête, il y en a un qui, grâce au rappeur de la Troïka, tient un discours stalinien que les autres empêchent de prononcer. Et donc, à ces étudiants, j'ouvre des parenthèses que j'ai du mal à le fermer quelquefois, à ces étudiants donc qui viennent nous poser des questions. Je suis là pour ça, je vais essayer. Juste la dernière, ces étudiants qui nous disaient, mais
comment vous faites? Parce qu'on dit, attention, celui-là, il va vous faire des coups comme ça, il va vous faire ceci, cela. Et les étudiants nous disaient, mais comment vous faites? Vous, les Corses qui viennent d'arriver, il y a quelques jours que vous êtes là, et vous dites que ça va arriver, et ça arrive. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, ma rébellion, elle s'en va même ce que ce soit en Roumanie, que ce soit... Alors maintenant, on va la faire revenir. On y revient. Pardonnez-moi, je me laisse... Adio Tantani, je ne parais pas, j'ai 80 ans, je ne parais pas, mais bon, j'aurais tendance à radoter. Hein. Alors, en exergue, on va commencer par le début. En exergue de Marconchil, vous avez placé un mot de Baudelaire, « Garde tes songes ». Et finalement, en écrivant cet ouvrage, en le publiant, vous avez aussi bravé son injonction en partageant vos rêves. Mais Baudelaire écrit aussi que les sages n'en ont pas d'aussi beau que les fous. Est-ce un aveu de votre part? Vous êtes sage ou... Moi, je crois être plutôt parmi les fous. D'ailleurs, Baudelaire, si j'ai réussi la première partie du bac, j'en ai pas d'autres. Je ne suis pas universitaire, c'est grâce à Baudelaire que je connais par cœur simplement en le lisant. C'était la voix, une voix, bon, mais c'est que marchant les yeux au ciel, je tombe dans des trous, mais la voix me console, elle dit, garde tes songes, que je prends très souvent les faits pour les mensonges, etc., etc. Bon, je le connais presque par cœur maintenant. Donc, il m'a influencé au point que ce n'était pas un phénomène de mimétisme, surtout que je ne me comparais pas à lui, mais il y a quelque chose, une espèce de folie qui m'a peut-être instillé quelque part. Du coup, est-ce que c'est un conte écologique sur un arbre, hein, Malcunchil, ou bien est-ce que c'est un conte plutôt ethnographique sur les matières? Est-ce que c'est un essai sur la folie, qui est un peu aussi peut-être la fille du silence, des non-dits dans les sociétés traditionnelles, dans lesquelles on peut mourir sans avoir pu tout dire? C'est un peu tout. Le Malconci, cet arbre, est chargé de symboles. Il se trouve dans mon village. Il est un peu pour moi le lieu géométrique, le réceptacle de croyances, de folie, justement, de rébellion. Et c'est à travers... Finalement, c'est le premier personnage du livre. Le fou, finalement, c'est presque d'ailleurs, il dialogue. Le fou, il s'adresse à l'arbre. Et c'est là où je rejoins un peu ce que tu disais, Patrice, avec les animaux, avec cette espèce de relation. C'est le fou, les corbeaux, le sanglier, ce sanglier démoniaque qui l'attaque et dont il sent qu'en l'attaquant, il procède à une sorte de lutte contre ce qu'il semble devenir au fur et à mesure qu'il défie cet arbre. Il se retrouve donc victime, plus ou moins entre guillemets, d'une initiation qui le fera devenir le Matsir. Et à travers mes recherches, les recherches que je faisais pour les films, j'ai rencontré des tas de gens, et là, ce qui est formidable, c'est que c'est des gens qui sont aux antipodes des chercheurs, aux antipodes de ceux qui apprennent dans les livres. J'ai rencontré des gens qui écorchaient le français couramment, mais qui possédaient une culture, la leur, extraordinaire, et qui parlaient le corse avec un pouvoir d'évocation extraordinaire, avec une concordance des temps qui nous rendrait presque pédant si on l'employait, même jusque dans mon village. Je me souviens, un Charto di Vigo, celui-là, il avait un rire, il avait 3 ou 4 gammes de rire, ça allait du rire hystéro-chevalin au rugissement du grizzly. Lorsqu'il parlait, eh bien, j'étais à Pacaberta, et quelquefois il arrivait, il venait donc près du feu, je revenais de la chasse, et quelquefois il restait 10 minutes sans rien dire. Mais déjà, rien que par ses onomatopées, ses grognements, il y avait un dialogue s'instaurait. Et puis, alors, il y a un élément inducteur, je ne sais pas, n'importe quoi, qui se produisait, hop, il se mettait à évoquer des choses. Et alors là, je l'ai même, j'avoue, avoir piqué quelques-unes de ces expressions. Dans le village à côté, il y en avait un autre, tout aussi ignorant, encore que le mot ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas des ignorants, des gens comme ça. Au contraire, il avait ce pouvoir d'évocation aussi. Alors je ne peux pas résister à cette anecdote. Il avait ceci de particulier, c'était un collectionneur d'armes. Et Rabouchaï, mais il collectionnait les armes, mais il en avait, lorsque je dis collection, c'était de tout, des armes de première, deuxième, troisième et énième catégorie. Il en avait plein à la maison. Et c'était même un danger pour tout le village, parce que vous verrez pourquoi la suite. Et une fois, les gendarmes l'ont su. Rapidement. Et ils sont venus donc lui prendre ses armes. Et moi, quand je le rencontre, je lui ai évidemment présenté mes condoléances. Et il me dit, Jaume, ne parla, mano bigliato B38, che l'aveva scambiato con Sten, et pour Remington l'aveva bigliato, enfin bref, l'aveva bagato tanto. Et puis alors, je vois son regard qui s'embue.
e poi hanno anche bigliato e mina antisciassa, davanti così. E il ajoute, questo mi dispiace che dire un regalo. Pour ceux qui ne comprennent pas le corse, on m'a même pris les mines anti-chars et ça je le déplore parce que c'était un cadeau. Donc voilà, tous ces gens que j'ai rencontrés. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ce livre, que j'ai pu faire ces films, les légendaires, ces 26 minutes qui m'ont... C'était le grand scandale, hein, parce que à travers ces films... Royano, le Reaquisto, pardon, mais se présente. Alors même si Patrice elle a un petit peu, disons, écorné ou en tout cas nuancé ce que je vais dire, du coup, se présente en tout cas, à mon sens, plutôt comme un mouvement des Lumières pour la réouverture de l'université, contre les baux rouges, donc écologiste, pour l'éducation, le bilinguisme, etc. Parfois, on peut même avoir le sentiment que c'est un mouvement un peu scientiste. Et vous prenez aussi le contre-pied, du coup, de cette vision-là, en mettant en scène une communauté de croyances. Et comment est-ce que vous parvenez aussi à nous faire croire, finalement, que tout ce qui n'existe pas, le Matsir ou la Signador, la Squadra d'Arozza, pourrait exister, y compris aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire que j'y crois ou que je n'y crois pas. Ça, c'est mon moi profond. Je peux dire que constater et éventuellement vous faire constater ce que je vais vous dire. J'ai tourné 4 films, dont L'Occhio et les Mazzieri, voilà, en faisant parler des gens, donc de tous les milieux sociaux, de toutes les politiques. Et je m'étais retrouvé chez le père de l'ami, à Serra di Scopamene, qui me disait que son grand-père était Mazzero, era Mazzero. Et il me racontait que dans les veillées, son grand-père disait, vous voyez, si vous saviez ce qui se passe la nuit dehors, eh bien vous voyez ce carreau cassé, vous n'y passeriez pas le petit doigt. Et il me raconte aussi que ce grand-père rencontre une vieille dans le village et lui dit a voi voglio sciaccato una bella strinta. Era di una druida, parce que ça peut être un sanglier, comme ça peut être un renard, un coq, n'importe quoi, un domestique non. Era di una druida dans la vasque de la fontaine, da Fontana. Et Bayung Guantado, vous étiez une truite et je vous ai saisi. Mais vous êtes arrivé à me glisser d'entre les mains. Et donc, vous ne mourrez pas, mais vous aurez une forte fièvre. Ah, et le lendemain, la vieille n'est pas morte, et le lendemain, elle a eu une forte fièvre. Il se trouve que, des mois après, je me trouve à Paris. Je me trouve chez Elsa Chabrol, elle m'avait laissé la clé de son appartement à la rue Saint-Germain, dans la maison de son beau. Et là, pardon. Non. Donc, c'est pour dire que j'étais à 1000 km d'ici. Hein. Et je rêve, cette nuit-là, que mon fils, Florent, qui avait 1 an et demi, je le tenais par la main dans mon village, sur un chemin, et chez Rari Basotto, donc ce chemin qui surplombait à gauche et Gastagne, et qu'il y avait des lauses en contrebas de la route. Et à un moment donné, Florent me lâche des mains et il devient une anguille ou un serpent. Là, je ne sais pas exactement. Et là, c'est un cauchemar. Pour moi, mon fils allait mourir. Il était mon fils serpent ou anguille, allait mourir. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. Mais j'étais tellement traumatisé par ce rêve que le lendemain, je m'en souviens. Et je me dis, c'est une boutade que je me lance, pourvu que Florent n'ait pas 40 de fièvre. Et quand je suis loin, il y a toujours un cordon ombilical qui me relie à Daniel. Ma femme, donc, m'appelle pour me tenir au courant de ce qui se passait. J'étais absent depuis une dizaine de jours. Pour me dire, la première chose qu'elle me dit, tu sais, j'ai passé une mauvaise nuit, cette nuit, Florent avait 40 de fièvre. Vous imaginez un peu la liaison que je peux établir entre ce que me racontait le père de ce Mazzero, et je ne vais pas jusqu'à dire que je suis Mazzero, mais il y a quand même des événements qui vous laissent, le cas de dire, qui vous laissent rêveur. Alors, on retrouve dans Malcunci les mythologies de la Corse traditionnelle et un condensé aussi de la sémiologie du Riaquisto, le village, le sanglier, le châtaignier, l'église, le Mazzero, l'Occhio, la Signador. Est-ce que vous vouliez par cela faire œuvre de réappropriation? Et comment expliquez-vous aussi que votre livre soit devenu lui-même une des mythologies aussi de la Corse contemporaine? Là, il est difficile que je parle de mes propres créations, même si dans tout auteur sommeille un narcisse ou un cabotin. Mais bon, c'est vrai que quelque part, oui, j'étais assez étonné de la dimension qu'il a prise et de ce qu'il a engendré. D'autres livres qui sont créés, des arts plastiques, une chanson,
le fameux Malconsiglio, que Jean-Paul Paulette et Jean-Paul et moi, nous sommes un vieux couple, ne vous méprenez pas sur le sens de ce terme. Il y a 50 ans que je supporte. Et donc, il a suivi, c'est le premier, avec ma femme, avec mes parents, à avoir lu le manuscrit de Malconsiglio. Donc, il a fait ses chansons, dont il a fait ensuite un concerto. Et, alors, une chose qui m'a surprise, c'est au sujet, justement, pour parler de votre famille, c'est l'identité, en fait, d'un autre personnage, de la fille Lesia, à laquelle vous avez aussi donné le prénom de votre seconde fille. Alors là, on revient encore à Jean-Paul. J'étais avec Saverio Valentini à la MCC, à la Maison de la Culture de la Corse, et j'étais très emmerdé pour le nom de l'héroïne, enfin de la seconde héroïne. Et Circa, j'avais mis des noms qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et il y avait Jean-Paul et Saverio qui mi magagnavano. Parce que bon, quand nous étions une bande de fous furieux, hein, le QG, c'était chez nous. Tu hai un'epoca di rigore, l'aveva alleata questa qui. Et c'était le QG des culturels, des politiques et des autres. Si vous avez le film dont je suis co-auteur, Corse, j'ai été militant clandestin, ce sont mes amis que je peux intervenir. Hein. Et depuis, on s'est dit, bah, tiens, le FLNC, c'est pas tout à fait ça. Enfin, je parle de l'ancien FLNC, hein, d'avant les dérives et d'avant les perversions. Et Jean-Paul, donc, excusez-moi encore pour cette parenthèse que j'arrive à refermer, donc Jean-Paul, mi Magagna, il donnait des noms complètement fantaisistes. Et à un moment donné, j'ai dit aux idées, foutez de mia base, sortez de mes huîtres, qu'on doit un chèque cubique, parce qu'il fallait recoller des noms, des prénoms sur donc, le prénom de cette personne. Donc, et puis finalement, en désespoir de cause, je lâche. Et donc, je dormais donc à Ajaccio, j'étais chez Jean-Paul, et j'attendais donc qu'il revienne et j'étais au Napoléon. Et je me dis, mais j'étais pas content. D'un coup, j'arrive à Facca Liompa, et à Ayudro. La lluvia d'un cadero, tu dis maintenant, il va sortir encore une connerie. Et puis alors là, il tombe presque en pamoison au 770e, Ayudro, Lesia. Et c'est Jean-Paul qui a trouvé. Et alors là, j'étais content, mais je ne me suis pas privé de l'insulter. Parce que l'espèce que cagado a chino gattusi, che lo diunga bibilla come galline, tu me le dis maintenant. Parce que j'étais obligé de prendre, parce qu'il n'y avait pas d'ordi à l'époque, de prendre des bouts de scotch et d'incollar, et c'est devenu Lesia. Et depuis, bon, Lesia, oui, effectivement, des tas de petites filles s'appellent Lesia, et pas plus tard qu'hier, ma fille, je l'appelais Lesia, et évidemment, j'ai appelé ma fille également. Alors, non pas Agnès, Agnès c'était la première, mais c'est elle qui a ses Lesia qui a bénéficié. Belle, hein. Alors, François-Xavier Renucci dit de Malconsiglio qu'il s'agit d'un conte, et dans lequel... c'est vrai qu'il semblerait que les personnages n'aient pas forcément d'individualité propre. Et le narrateur, le fou, le Mazziero, lui-même évoque ce jour où je commençais à entrevoir ce que je porte en moi de singulier. Et donc où son individualité commence à s'affirmer. Donc vous présentez une société aux solidarités mécaniques dans laquelle les rôles sociaux sont clairement distribués, établis, figés dès la naissance. Est-ce que vous pensez que les croyances étaient aussi des pratiques et des représentations sociales qui pouvaient permettre l'exercice d'une violence symbolique à l'égard de ce fou, par exemple, d'un interdit, donc à l'égard du Mazziero, ou au contraire, est-ce que ces croyances autorisaient-elles parfois justement la transgression de cet ordre établi? Il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard dans les mythes et les croyances. Donc elles sont toujours attachées à des réalités et à des tendances. Et elles impliquent donc soit une acceptation, soit un rejet dans la société. Donc le fou, il représente donc cela. Le fou nous dit, Lesia était là, pour l'avoir auprès de moi, que n'aurais-je bravé? Mais là, donc, lorsque vous avez parlé d'une histoire d'amour, c'est pas précisément une histoire d'amour. Mes prédécesseurs d'hier, ils parlent d'une sidération. Donc, Lesia, pour le fou, c'est justement ce monde auquel il n'appartient pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle le bafoue, pour que justement... Elle ne pensait pas aller jusque-là. Bon, je ne vais pas trahir la fin du livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Mais bon, elle le bafoue pour qu'il y ait cette cassure entre lui, parce que ce sont des mondes... Excuse-moi. Elle n'est pas... Lorsqu'il lui tend la main, et je profite donc de la neige dans laquelle il disparaît, je ne décris pas ce monde-là, alors que bon, je ne fais que l'effleurer lorsqu'il revient à la réalité de ses rêves. Mais il y a donc...
j'essaie de faire apparaître qu'entre l'Esia et le Fou, il y a deux sociétés différentes, et on ne peut pas transgresser, on ne peut pas aller de l'une à l'autre sans laisser les plumes, en quelque sorte. Alors, votre roman, on l'a vu, a donné lieu à la chanson hein, de Jean-Paul Paulette. Il y a un spectacle aussi de Marie-Claude Pietragal. Vous m'avez dit hier qu'un parcours touristique aussi serait mis en place. Oui, alors entre là, la municipalité, elle a obtenu une subvention importante pour que les villages soient reliés entre eux. Mais pour ce qui est de Carquette, puisque ce sont les ruines qui n'en sont plus, puisque je les ai reconstituées d'un môme moyenâgeux fortifié, l'église, la cascade, l'Onda di Asturge, qui est Monterabia, et évidemment Malconsiglio, tout cela sera normalement, d'ici un an ou deux, je ne sais pas, mais j'espère l'année prochaine, sera jalonné de personnages grandeur nature. Et c'est mon ami Battu, toujours de Kant, bon, c'est toujours le microcosme, qui, grandeur nature, va faire les personnages de Liège. J'ai d'ailleurs déjà les dessins, donc, qui sont très beaux. Bon, voilà, c'est un pléonasme de dire que Battu est génial. Hein. Et donc, avec des tableaux. Donc, je voulais vous demander si la mise en valeur systématiquement touristique de la Corse, est-ce que ça ne risque pas de lui faire perdre aussi la part de magie dont elle dispose? Parce que finalement, de ne pas voir cet arbre, uniquement de le lire, est-ce que ce n'est pas ça qui lui donne aussi un pouvoir supplémentaire? Et aujourd'hui, on peut gravir n'importe quel sommet en Corse. Il y a des touristes et des randonneurs un petit peu partout. Parfois, il y a de la surfréquentation. Et tout ce qui se consomme finit par devenir un déchet. Pas forcément, parce que je vois les gens qui viennent donc chez moi. Bon, par le fait, c'est une affaire blanche que j'ai faite. Je suis tombé amoureux de ces ruines. Elles m'ont servi, elles m'ont inspiré, donc le décor plus le reste du village. Et j'ai fait des gîtes à côté. C'est davantage avec, si vous voulez, l'argent que je puise à mes victimes, je dirais, c'est pour reconstruire autre chose, sauver une chapelle, j'ai indirectement sauvé l'église du village, etc. Et en même temps, c'est un piège. Les gens qui arrivent ici, vous êtes mes dernières victimes, mais ils repartent avec une autre idée de la Corse qui est aux antipodes de celle d'un peuple de bouffons à touristes. J'essaie de leur démontrer qu'il existe aussi un peuple en quête d'identité, de dignité, de vérité, de justice, et rêvons un peu de liberté. Voilà, donc c'est le piège. Et ce qui est extraordinaire, ces gens qui viennent là, ils sont justement aux antipodes des bronze-culs. J'ai rien contre les bronze-culs, qui sont d'ailleurs très intelligents, hein, et il en aime beaucoup. Mais donc ceux-là, ils ne viennent pas seulement pour un paysage. C'est un des plus beaux du monde, la Castaniche. Bon, tout chauvinisme mis à part. Mais ils viennent aussi pour des gens, pour rencontrer des gens. Pas moi personnellement. Bon, moi je suis là, ils sont à ma portée, ils sont dans le piège. Mais tous ces gens, est-ce que c'est pas le piège du tourisme aussi, de se mettre en scène, Pardon ? de mettre en scène aussi cette authenticité et de leur vendre. Est-ce que c'est pas justement un des pièges aussi du tourisme, de se mettre en scène en permanence, de se vendre? Non, en fait, c'est un peu comme ce que je dis ici, avec beaucoup plus de temps. Ça dépend. Ils arrivent, ils repartent, ils disent « Ah, mais c'est ça !» Ils comprennent. Au contraire, ils sont nos ambassadeurs. Ce sont des gens qui viennent du monde entier. Hein. C'est vrai que j'ai la chance de recevoir des télévisions du monde entier, la BBC. Dernièrement, je suis passé sur Arte à 2 reprises, où j'ai parlé de Pascal pas un moment, mais très peu, ensuite des Mazzieri de l'autre. Donc, je m'adresse à tout le monde, évidemment, mais j'essaie de m'adresser à des gens qui sont assez ouverts pour découvrir cette Corse-là, l'Antitino Rossi, etc., ou tous ces descendants que je ne nommerai pas. Et donc, c'est finalement un village qui se reconstitue, et puis, c'est un peu, des gens viennent, on les appelle les multirécidivistes, ils reviennent et deviennent des amis. Il y a des gens qui sont venus, qui ont demandé d'être mariés chez nous. C'est Légia, ma fille, conseiller municipal, qui les a mariés. Et nous, les témoins, ma femme et moi, des gens qui viennent du Diable au Vert. Alors, mon nationalisme, c'est pas. On me fait de grands signes en face. Tony et Padriz, je crois que nous allons passer aux questions. Non ? Ah non ? Étant donné que nous avons du retard, il n'y aura pas de questions. Elles sont posées soit ce soir, soit pendant le repas. Hein. Ainsi ont décidé les organisateurs. Donc, je vous remercie quand même, Jean-Claude Rollian. Merci. On applaudit, bien sûr. Merci. Pour tout ce qu'on aurait pu perdre et ce qu'il a maintenu, qui aurait pu être perdu. Merci à Sébastien pour cette interview, cet entretien. Je vous remercie. C'est très bien d'alterner des conférences avec des entretiens comme ça. Et donc maintenant,
Nous allons avoir l'intervention de l'association Musa Nostra. Oui? OK. Musa Nostra avec M. Kevin Pietron et les étudiants de la Flash vont lire des textes en corse, hein, je crois. Et on a tenu à faire appel à Musa Nostra, qui est une association littéraire bastiaise et corse au sens large. Et donc Kevin, tu représentes l'association. Et tu vas nous dire quelques mots sur ce choix de texte que tu as effectué avec Marie-France Berenicanazi notamment. Et nous t'en remercions. Et ensuite, nous passerons, je cherche Davia du regard, mais je ne sais pas où elle est passée. Voilà, qui va nous dire quelques mots sur la lecture des textes par un groupe en particulier. Simplement, voilà, il s'agit de textes choisis par l'association Musa Nostra. Je vais laisser Kevin présenter le corpus de textes et qui sera interprété par les étudiants de première année d'art du spectacle qui ont travaillé avec leur professeur de théâtre Pierrick Tonelli. Alors, je compte sur votre bienveillance parce que c'est la première fois qu'ils se représentent en théâtre et ils sont à la fois très heureux de participer au colloque et aussi un petit peu stressés, comme toujours quand on va monter sur scène. Voilà. Alors, en tant que représentant donc, de l'association Musa Nostra, je vais d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation et leur sollicitation à participer à ce colloque. Je représente donc Marie-France Berenicanazi qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle avait cours. Et j'introduis donc ce corpus qui, au fond, la thématique qui avait été donnée autour de l'autre, s'est structurée autour d'un point qui était l'idée de l'interrogation qu'on s'est posée dans la recherche de texte, était de concilier le désir individuel, le fait de la jalousie, de la possession, de ce qui motive l'action humaine, face à la collectivité et au groupe et à ses normes. Et au fond, l'autre ou l'œil, c'est cet œil qui nous regarde, c'est cet œil qui nous observe et qui nous conditionne, qui nous donne une règle à suivre et autour de laquelle eh bien, on va tourner autour d'un point qui est celui de la honte. Et pour ce faire, on a choisi en fait 3 axes, 3 parties liées à des mouvements littéraires. La première étant le romantisme, avec l'éveil des passions, l'éveil du folklore, de ce qui fonde la spécificité des peuples, mais de ce qui fonde aussi la spécificité des individus autour de l'envie, de la société de l'ambition et de l'envie. Et puis, dans un second temps, le symbolisme, avec la recherche à travers les questions magiques, les questions d'un plus haut sens, la recherche d'un plus haut degré, à travers cette question de l'œil, de la société magique. Alors, il y a la question du désir qui est très présente aussi. Et puis, un troisième point, qui est, au XXe siècle, la question, l'interrogation autour de cette notion dans le cadre des limites, des potentialités imposées à l'individu dans le collectif, puisque les différents aléas historiques liés à la montée des totalitarismes posent la question de la place de l'individu et autour de cette question de la place de l'homme et de son ambition au sein d'un espace collectif. Donc autant de textes qui ont été choisis, autant d'axes qui ont été proposés. Et je voulais encore une fois vous remercier de cette invitation. Et je vous souhaite une bonne lecture, une bonne performance. Au revoir. Saludo a tutti. Alors moi je vais vous lire un texte de Rémi de Gourmont, Les yeux d'eau. Le narrateur s'est arrêté dans une auberge. Il y fait la rencontre d'une servante dont les yeux à la couleur étrange le fascinent. Quand il lui demande de s'approcher afin qu'il puisse mieux les voir, elle lui déclare « Ils font peur. Ils ont toujours fait peur, mes yeux d'eau. C'est de l'eau, 2 gouttes d'eau qu'on croirait prises dans la rivière, n'est-ce pas? Ma mère avait les mêmes yeux d'eau, et quand elle mourut, dès que le cœur cessa de battre, ses yeux se fondirent comme 2 morceaux de glace et lui coulèrent le long des joues. J'ai vu ça, j'étais toute petite, et j'y pense tous les jours, tous les matins, quand je me coiffe. Mes yeux s'en iront comme ceux de ma mère. Parfois j'ai peur qu'ils ne s'en aillent, moi vivante, et ne s'en retournent à la rivière coulée sous les joncs et sur les pierres. Je n'ai jamais pleuré. S'ils pleuraient, ils s'en iraient, mes pauvres yeux. En pleurer, j'en eus envie, une fois, il y a si longtemps. Une seule fois, mais depuis je me suis durci le cœur à tel point que rien ne peut plus l'émouvoir, car je tiens à mes yeux. C'est mon épouvantail, c'est mon arme contre le désir des hommes. Toute laide et vieille que je suis, je leur plairai encore.
pour un quart d'heure quand ils sont ivres et qu'ils ont vu mes mains. Souvent, je viens au moment des querelles et, baissant les yeux, je prends doucement la main qui se lève. On m'obéit, on garde mes doigts, on les baise, on cherche à me fouetter le sang par une grossièreté passionnée, mais redressant la tête, je fixe le mal de mes yeux froids, de mes yeux d'eau, et il lâche ma main. Je le regarde jusqu'à ce que son désir glacé lui glace le cœur. Rémi de Gourmont, donc, Les yeux d'eau, à Ringradiabi. Italo svevo il malogio. Et si vous possédiez le pouvoir de jeter de mauvais sorts, que feriez-vous? Vincenzo, lui, souhaite en profiter. Alors que le personnage admirateur de Napoléon ne parvient pas à se hisser à la hauteur de ses ambitions, il reçoit le pouvoir d'anéantir tous ses adversaires. Devenu un assassin, Vincenzo comprend le fondement du sort, l'envie et la haine. La madre anch'essa aspettava pazientemente che da tanto l'arpa uscisse l'utile animale appreso, lo spinse e prende parte dalla vita politica locale. L'ambiente era piccolo, ma si poteva sperare di riuscire ad un ambiente un po' più grande, cioè Roma, e di là. E i sogni si animavano, da quell'intenzione di fare il primo passo. E lo fece, il primo passo, con manifestazioni altezzose e segnose contro l'amministrazione locale. Fu interrotto da uno scappellotto. Ma quale scappellotto? Una mano grossa e potente aveva addirittura abbracciato una parte della sua testa. Tanto compassata vi era piombato con tale veemenza che il collo cedette e non bastò a attutire il corpo. Anche le gambe cedettero e non bastò neppure, tanto che Vincenzo finì proprio col naso per terra. Lo rialzò subito e guardò il suo avversario. Egli non capiva nulla, fuori che gli era stato fatto un torto enorme. Quel barbaro, in confronto con il suo nient'altro che un verme, aveva usato tanto. Egli lo guardò, solo apparentemente inerme per il suo odio, andò ad alimentare la fiamma gialla che gli si pulsava nell'occhio. Così nacque il suo malocchio. Vi contribuì al suo danno enorme chi era stato fatto, con ulteriore ritardo nella sua ascensione. Si rialzò e fu l'altro che gli lasciò per primo il suo biglietto. A Vincenzo parve una visione e guardò, la guancia gli si era infiammata e un occhio divenuto piccolo s'ostinava nel chiudere. Paul Verlaine, l'imprudent. Dans ce poème, le mauvais œil permet à Paul Verlaine de forger sa figure de poète maudit. Le poète, livré à la solitude, puise dans le mauvais œil et son infortune les conditions de son malheur. La misère et le mauvais œil, soit dit sans le calomnier, ont fait à ce monstre d'orgueil une âme de vieux prisonnier. Oui, je t'attends. Oui, le dernier est le premier des gueux en deuil, de l'ombre même d'un denier, qu'il poursuivront jusqu'au cercueil. Son regard brûlait les enfants. Il avait refluté l'enfant, mais les bêtes à sa façon. Beauté passant, au lieu de sous, faites à ce mauvais garçon l'aumône seulement de vous. Rocco-Multero, le masérisme et le folklore magique de la Corse. Dans cette conférence, Rocco-Multero revient sur la définition du mauvais œil. Il livre quelques anecdotes sur l'autre en Corse. Le malautre, malgré cet indice indéfinissable, atteint surtout les enfants. Il est caractérisé par un état de migraine et de nausée qui ressemble assez à la prise de poids. On dit d'ailleurs que l'autre porte un nom d'un fléau. Le mauvais œil atteint le foie. C'est pendant la nuit de Noël, la plus longue nuit, lorsque Dieu descend parmi les hommes, et que les sorciers perdent leur pouvoir, que, pour se protéger contre leurs maléfices, on s'initie aux prières magiques.
Dans certaines régions du Sud et dans celle de Vic, on peut les apprendre dans la période qui va de la Noël au jour de l'an. C'est à Pâques que l'on peut révéler les exorcismes contre les maux d'oreille et la méningite, dans certaines régions de la Castagnotia. Mais presque partout, les brigantoules ne sont révélés que la seule nuit de Noël, à mezzanotte à une à l'heure précise de minuit. Limiter cette révélation à la période située entre le premier et le deuxième coup de minuit, comme le font certains auteurs, paraît quelque peu excessif. Si l'on ne peut retenir la prière, il faut recommencer la nuit suivante. Si, avant ce temps, celle qui doit l'enseigner vient à mourir, la postulante ne connaîtra jamais le secret, parce qu'il lui était interdit d'avoir recours à une autre initiée. En général, les guérisseurs sont plus doués que d'autres. On dit dans le Sud qu'ils ont la main de porte. Le Périgord, on nomme bien Jovan, ceux qui ont le bon œil et dont on recherche la compagnie. De même, la Corse a ses mal Jovan, que l'on fuit car ils donnent même involontairement le mauvais œil. Afin qu'ils ne puissent jeter des sorts, on fait, en cachette, derrière eux les cornes, s'ils viennent nous faire visite. Il arrive même que l'on ait recours aux exorcismes à l'égard des enfants de la famille lorsque la visite à un inconnu s'est prolongée un peu trop. Quand un bébé vous plaît, vous en faites l'éloge et vous dites par exemple « Oh, qu'il est beau, qu'il est intelligent !» Faut-il ajouter comme correctif que Dieu le bénisse? Le mieux serait encore de jeter quelques gouttes de salive. Si, par manque de précaution, l'enfant a été inukiat, il n'y a plus qu'un remède, recourir à une mamina, ou incantador, ou sfumador. Eugène Scribe, Le mauvais œil, opéra comique en un acte. Dans cet opéra comique d'Eugène Scribe, l'auteur use d'un thème très en vogue dans la littérature romantique française, de manière originale et décalée. Le mauvais œil devient un objet comique et musical, bien plus divertissant qu'effrayant. Il est un démon noir, le soir, qui dans les bois se montre et qui, sans remords, jette un sort sur tout ce qu'il rencontre. Vrai Satan, fils de la nuit, il lance de sa paupière une flamme meurtrière et donnant la mort sans bruit, le mauvais œil de son regard sombre le poursuit dans l'ombre. Vous partez le matin, grand train, montez sur votre mule, prend le trot et le galop et jamais ne recule. Tout d'un coup, ruse d'enfer. Elle tremble et elle s'arrête. Elle pique en vain. Vous piquez en vain la bête qui rue et vous lance en l'air. Le mauvais œil de son regard sombre la poursuit dans l'ombre. Souvent vous voyez, admirez, fillette jeune et sage, du printemps la fleur. La fraîcheur brille sur son visage, mais soudain, ô sort fatal, survient la mélancolie. Tout lui déplaît, tout l'ennuie. Savez-vous d'où vient son mal? Vous le savez, hein? Eh bien, le mauvais œil de son regard sombre la poursuit dans l'ombre. Théophile Gautier, Jettator. Dans cette nouvelle, Théophile Gautier place ses personnages en Italie, afin de faire de l'Aucho un thème majeur de la littérature exotique. Le mauvais œil devient un élément décisif de la culture populaire italienne. Dans ce dialogue explicatif, il marque une distinction entre le monde civilisé, incarné par les personnages, et le monde magique dans lequel se déroule l'histoire. Que signifie ce bizarre cadeau de corne dont vous avez accompagné vos fleurs? Ma servante Vice m'a dit que c'était un préservatif contre le faccino. Voilà tout ce que j'ai pu tirer d'elle. Vice a raison. Répondit le comte Altavilla en s'inclinant. Mais qu'est-ce que le faccino? Poursuivit la jeune miss. Je ne suis pas au courant de vos superstitions africaines, car cela doit se rapporter à quelques croyances populaires. Le faccino est l'influence pernicieuse qu'exerce la personne douée, ou plutôt affligée du mauvais œil. Je fais semblant de vous comprendre, de peur de vous donner une idée défavorable de mon intelligence. Si j'avoue que le sens de vos paroles m'échappe. Dit Miss Alicia Ward. Vous m'expliquez l'inconnu par l'inconnu. Mauvais œil traduit fort mal pour moi faccino. Comme le personnage de la comédie, je sais le latin, mais faites comme si je ne le savais pas. Cette croyance remonte à la plus haute antiquité. Il y est fait allusion dans la Bible. Virgile en parle d'un ton convaincu. Les amulettes de bronze trouvées à Pompéi, à Herculanum, à Stabi, les signes préservatifs dessinés sur les murs des maisons déblayées montrent combien cette superstition était jadis répandue. Altavilla souligna le mot superstition avec une intention maligne. L'Orient tout entier y ajoute foi encore aujourd'hui.
des mains rouges ou vertes sont appliquées de chaque côté de l'une des maisons mauresques pour détourner la mauvaise influence. On voit une main sculptée sur le claveau de la porte du jugement de la Lande. Ce qui prouve que ce préjugé est du moins fort ancien s'il n'est pas fondé. Quand des millions d'hommes ont pendant des milliers d'années partagé une opinion, il est probable que cette opinion, si généralement reçue, s'appuyait sur des faits positifs, sur une longue suite d'observations justifiées par l'événement. J'ai peine à croire, quelque idée avantageuse que j'ai de moi-même, que tant de personnes, dont plusieurs à coup sûr étaient illustres, éclairées et savantes, se soient trompées grossièrement dans une chose où seul je verrai clair. Votre raisonnement est facile à rétorquer. Interrompit Miss Alicia Ward. Le polythéisme n'a-t-il pas été la religion d'Hésiode, d'Homère, d'Aristote, de Platon, de Socrate même, qui a sacrifié un coq à Esculape, et d'une foule d'autres personnages d'un génie incontestable? Sans doute, mais il n'y a plus personne aujourd'hui qui sacrifie des bœufs à Jupiter. Il vaut bien mieux en faire des beefsteaks et des rumsteaks, dit sentencieusement le Commodore, que l'usage de brûler les cuisses grâce des victimes sur les charbons avait toujours choqué dans Homère. On n'offre plus de colombe à Vénus, ni de pan à Junon, ni de bouc à Bacchus. Le christianisme a remplacé ces rêves de marbre blanc dont la Grèce avait peuplé son Olympe. La vérité a fait évanouir l'erreur, et une infinité de gens redoutent encore les effets du fascisme, ou pour lui donner son nom plus populaire, la Gétatine. Victor Hugo, La conscience. Victor revient sur le crime de Caïn afin d'expliquer. Victor revient sur le crime de Caïn afin d'expliquer au lecteur l'histoire de la conscience. Dans ce texte, le rôle de l'œil est double. D'un côté, le mauvais œil est à l'origine de la jalousie de Caïn pour son frère. De l'autre, l'œil permet de montrer au personnage et au lecteur les conséquences morales de l'ambition et du crime commis. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelé, livide au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons. » Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres. Et qui le regardait dans l'ombre fixement. Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. Et réveilla ses fils, dormant, sa femme, lasse, et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit, en proie au noir frisson. Cachez-moi, cria-t-il, le doigt sur la bouche. Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étends de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixée avec des poils de plomb, vous voyez bien, dit-il à l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, je vois cet œil encore. Tubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans les clairons et frappe des tambours, cria, je saurais bien construire une barrière. Il fuit un mur de bronze et mit Caïn derrière, et Caïn dit, cet œil me regarde toujours. Enoch dit, il faut faire une enceinte autour, si terrible que rien ne puisse s'approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles, le granit remplaça la tente au mur de toile, on lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava
Défense à Dieu d'entrer. Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre, et lui restait lugubre et hagard. Ô mon père, l'œil a-t-il disparu? Dit en tremblant de silence. Et Caïn répondit, Non, il est toujours là. Alors il dit, Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme se terre. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse et Caïn dit, C'est bien. Puis il descendit, seul sous cette voûte sombre, quand il fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Prosper Mérimée, Colomba. Colomba se présente comme un double de Caïn. Invitant son père à sauver l'honneur de la famille, elle incarne la figure négative de la mémoire et de l'honneur. L'occurrence au mauvais œil, dans ce passage, l'atteste. Colomba est la figure de l'orgueil et du crime suscité par la défense de la dignité familiale. Il faut voir. Dit Colomba avec un sourire ironique. Et elle s'approcha du vieillard, jusqu'à ce que son ombre vînt lui ôter le soleil. Alors, le pauvre idiot leva la tête et regarda fixement Colomba, qui la regardait de même, souriant toujours. Au bout d'un instant, le vieillard passa la main sur son front et ferma les yeux comme pour échapper au regard de Colomba. Puis, il les rouvrit, mais démesurément. Ses lèvres tremblaient. Il voulait étendre les mains, mais fasciné par Colomba, il demeurait cloué sur sa chaise, hors d'état de parler ou de se mouvoir. Enfin, de grosses larmes coulèrent de ses yeux, et quelques sanglots s'échappèrent de sa poitrine. Voilà la première fois que je le vois ainsi. Dit la jardinière. Mademoiselle est une demoiselle de votre pays. Elle est venue pour vous voir. Dit-elle au vieillard. Grâce, S'écria celui-ci d'une voix rauque. grâce. Es-tu pas satisfaite? Cette feuille que j'avais brûlée, comment tu fais pour la lire? Et pourquoi tous les deux? Orlando n'aurait pu en lire contre lui? Il fallait m'en laisser un seul. Orlando n'a pas lu son nom? Il me les fallait tous les deux. Lui dit Colomba à voix basse et dans le dialecte corse. Les rameaux sont coupés, et si la souche n'était pas pourrie, je lui s'arrachais aussi. Va, ne te plains pas, tu n'as pas longtemps à souffrir. Moi, j'ai souffert 2 ans. Le vieillard poussa un cri, et sa tête tomba sur sa poitrine. Colomba lui tourna le dos et revint à pas lents vers la maison, en chantant quelques mots incompréhensibles d'une ballade. Il me faut la main qui a tiré, l'œil qui a visé, le cœur qui a pensé. Pendant que la jardinière s'empressait à secourir le vieillard, Colomba, le temps animé, l'œil en feu, se mettait à table devant le colonel. Qu'avez-vous donc? Dit-il. Je vous trouve l'air que vous aviez à pied traîné. Ce jour, pendant notre dîner, nous nous envoyons des balles. Ce sont des souvenirs de la Corse qui me sont revenus en tête. Mais voilà qui est fini. Je serai ma reine, n'est-ce pas? Ah, quel beau nom je lui donnerai. Wilfuccio Tommaso Orsoleone. La jardinière entrait en ce moment. Eh bien, Demanda Colomba du plus grand sang-froid. est-il mort ou évanoui seulement? Ce n'était rien, mademoiselle. Mais c'est singulier comme votre vue lui a fait de l'effet. Et le médecin dit qu'il n'en a pas pour longtemps. Pas pour 2 mois, peut-être. Ce ne sera pas une grande perte. Observa Colomba. De qui diable parlez-vous? Demanda le colonel. D'un idiot de mon pays, Dit Colomba d'un air d'indifférence. qui est en pension ici. J'enverrai savoir de temps en temps de ses nouvelles. Mais, colonel David, laissez donc des fraises pour mon frère et pour Lydia. Lorsque Colomba sortit de la ferme pour remonter dans la calèche, la fermière la suivit des yeux quelque temps. Je vois bien cette demoiselle si jolie. Dit-elle à sa fille. Eh bien, je suis sûre qu'elle a le mauvais œil. Saluto a tutti. Allora, disgraziatamente un po' su Michele II, ma di gore voglio leggere questa poesia magnifica di Rimbaud, Ciclope. Sto sguardo, vede ello l'indigibile di d'orbo orizzonti e quando verde un rabbio di bradi,
udurchino ciclope reale sfugge e madinade infernale banditi di oscordo. L'occhio aperto, immobile, abete ci aspetta un po' brugolombe.